Référendum pour des réformes constitutionnelles en décembre au Togo. Il a été annoncé par le président de la commission électorale ce mardi. La CEDEAO exhorte la Guinée-Bissau à respecter la date des législatives. Elles sont prévues pour le 18 novembre. Puis Amnesty International s'insurge contre les nouvelles violences au Soudan du Sud. L'Organisation de défense des droits de l'homme fait des révélations inquiétantes. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Élections législatives et locales prévues en décembre prochain au Togo. Il sera aussi question de référendum pour des réformes constitutionnelles. L'annonce a été faite ce mardi par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Les détails, ce sera dans cet élément. Kojono Kadanga a assuré mardi que sa structure, la Commission électorale nationale indépendante, est techniquement prête pour faire face à ces scrutins. Les élections locales et le référendum se tiendront le 16 décembre 2018 et le 20 décembre seront organisées les élections législatives au Togo. Le président de la CENI a déclaré avoir le matériel électoral suffisant ainsi que les ressources humaines. Cependant, il n'a pas voulu révéler la question exacte qui sera soumise au référendum, mais il est fort probable que les électeurs togolais devront voter pour ou contre la révision constitutionnelle prévoyant la limitation non rétroactive à 2 du nombre de mandats présidentiels. Cette réforme avait été boycottée par l'opposition qui réclame la mise en place immédiate de cette limitation. Pour n'avoir pas obtenu la majorité nécessaire au Parlement, elle avait été renvoyée au référendum. La coalition de 14 partis d'opposition avait refusé la tenue des législatives avant la fin de l'année, craignant des fraudes dans le contexte de la crise actuelle. Elle a finalement accepté d'y participer, mais à condition qu'un chronogramme sérieux soit élaboré et que la CENI soit complètement recomposée. La CENI a toutefois commencé ses travaux sans que l'opposition n'y soit représentée. L'annonce de la tenue de ces 3 scrutins a été une surprise. Le projet de référendum n'avait pas été abordé depuis plusieurs mois et les dernières élections locales remontent à 1985. Respecter la date prévue pour les législatives du 18 novembre. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a exhorté mardi les acteurs politiques en Guinée-Bissau à cette requête. Et ce, malgré les retards pris dans l'organisation de ce scrutin, censé dénouer une crise politique vieille de 3 années. Une mission de la CEDEAO conduite par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Geoffroy Oniyama, a rencontré lors d'une visite les principaux responsables de la Guinée-Bissau. Parmi eux, le président José Mario Vaz et le premier ministre Aristide Gomes, des dirigeants de partis, des membres de la Commission électorale nationale et des représentants de la communauté internationale. La mission a, entre autres, appelé toutes les parties à œuvrer pour soutenir les actions du gouvernement dans le sens d'accélérer le processus et de réaliser effectivement les élections législatives le 18 novembre 2018, conformément aux décisions des chefs d'État de la CEDEAO. Les dites législatives doivent permettre de mettre fin à la crise politique que traverse ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis la destitution en août 2015. Un nouvel accord de sortie de crise a été conclu sous l'égide de la CEDEAO lors d'un sommet extraordinaire le 14 avril à Lomé, prévoyant notamment l'organisation des législatives. À ce jour, le recensement électoral n'a pas pu démarrer fin août comme espéré. Le matériel électronique prévu à cet effet n'ayant pas été livré à temps par plusieurs pays partenaires. Un premier lot de 150 de ces kits est finalement arrivé dimanche en provenance du Nigeria et 50 autres devraient suivre dans les prochains jours selon le cabinet d'appui technique au processus électoral. Au Comores, le président Azali Assoumani a reçu le chef de l'opposition. Ce dernier a, rappelons-le, boycotté le référendum controversé du mois de juillet. Suivez plutôt. Il a accepté qu'il va aller dans le sens de l'apaisement pour que nous puissions continuer le dialogue et ce dialogue portera justement sur les points réellement politiques qui concernent les institutions, la crise politique, les institutions. Nous avons été
vraiment agréablement surpris de voir que le président a évoqué ces 4 points. Et maintenant qu'il a dit il nous a promis de faire de son mieux pour que ces points-là puissent être abordés dans un climat de sérénité et dans un climat de compréhension mutuelle. La mission a proposé un canevas. D'abord, il a proposé un cadre de concertation. Il a proposé la création d'un environnement propice pour le développement du pays, pour aller vers de l'avant. Il a proposé d'autres propositions et que c'est le devoir du chef de l'État de se retrouver avec l'opposition pour voir la façon la mise en œuvre de ces propositions qui étaient faites. Et parmi ces propositions, donc, c'était l'objet de cette rencontre aujourd'hui. Les pays ont pratiquement tous les modèles. Ils ont un CENI, il y en a que c'est le ministère de l'Intérieur qui fait, il y a des observateurs qui viennent, et il y a les forces de sécurité qui encadrent. Donc on ne peut pas imaginer une autre solution, d'autant plus qu'on n'est pas en guerre. On est dans une situation de normalité. Donc la sécurisation, on est d'accord. Nous, au moment où il y aura les élections, je pense qu'il y aura des observateurs, ou quel que soit le niveau, ils vont. Insécurité à présent au Niger, un missionnaire italien a été enlevé à son domicile de Bamwanga dans le sud-ouest. C'est ce qu'a déclaré le chargé de la communication de la mission catholique dans ce pays. Voici le reportage. L'enlèvement du missionnaire italien Pierluigi Macali a été perpétré lundi soir vers 20h GMT par des hommes à moto, selon le chargé de la communication de la mission catholique au Niger. Les assaillants, qui étaient environ 8, ont enlevé le prêtre à son domicile situé en face de son église, selon des habitants du village de Bamwanga, situé à 125 km de Niamey, région de Tillabéri. La Société des missions africaines SMA, dont dépend le prêtre, a confirmé l'enlèvement sur sa page Facebook, soulignant être en contact constant avec la cellule de crise du ministère italien des Affaires étrangères. Il n'y a pas de revendication pour l'instant. Le village où le prêtre italien a été enlevé se trouve dans une zone proche de la frontière du Burkina, où la situation s'est considérablement dégradée ces derniers mois. Une double attaque a notamment fait au moins 9 morts le week-end dernier dans le sud-est du Burkina. Pour l'instant, l'enlèvement du prêtre, qui vit depuis 11 ans au Niger, n'a pas été revendiqué. Insécurité toujours, mais cette fois-ci au Nigeria. Le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé ce lundi qu'une de ses employées, une sage-femme dont la nationalité n'a pas été dévoilée, a été exécutée. Elle a été exécutée après avoir passé plus de 6 mois en captivité. Voici les précisions. L'exécution d'une employée du Comité international de la Croix-Rouge par Boko Haram, ainsi que les rumeurs sur la mort supposée d'un haut responsable du groupe djihadiste font craindre une recrudescence des violences dans le nord-est du Nigeria. Son exécution fait suite à des informations publiées la semaine dernière selon lesquelles des combattants de la faction de Boko Haram de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont tué leur numéro 2, Maman Nour. Ces dernières semaines, l'ISWAP a multiplié les attaques contre l'armée nigériane, ce qui, selon les analystes en sécurité qui suivent le conflit, est le signe que le groupe a renforcé ses capacités de nuisance et son organisation. Mais des sources qui ont des contacts directs au sein de l'ISWAP indiquent que la recrudescence des violences, notamment contre les civils, pourrait être une conséquence de l'assassinat de Maman Nour, qui revendiquait une approche plus modérée du conflit depuis plusieurs années. Amnesty International s'insurge contre les nouvelles violences au Soudan du Sud. À travers un rapport publié ce mercredi, l'Organisation de défense des droits de l'homme fait des révélations inquiétantes. L'armée sud-soudanaise et ses milices alliées se sont livrées à des atrocités, je cite, d'une brutalité ahurissante contre des civils lors d'une offensive menée d'avril à début juillet dans le nord du pays. Le document rendu public mercredi est intitulé « Tout ce qui respirait était tué ». Des crimes de guerre à Lire et Mayandi. L'ONG a, dans le cadre de son rapport, compilé les témoignages de quelques 100 survivants qui font état de civils tués aveuglément, pendus à des arbres et écrasés par des véhicules blindés. Mais il est également question de viols, enlèvements et pillages. Le massacre contre cette zone de l'état d'unité tenue par les rebelles a débuté fin avril et a duré jusqu'au début juillet. Pourtant, était en vigueur un cessez-le-feu.
Le déferlement de violence qui s'est abattu sur les régions de Lire et Mayandi, au Soudan du Sud, est un nouvel exemple des atrocités à caractère ethnique commises durant le conflit sud-soudanais. Des dizaines de milliers de morts en découlent et des millions de Sud-Soudanais ont été poussés à fuir leur foyer. Amnesty International a cité des témoins qui rapportent notamment l'usage de véhicules amphibies pour poursuivre les civils fuyant dans les marais et des tirs à l'aveugle dans les hautes herbes. Aussi assure-t-il que les soldats de l'ethnie Dinka rassemblaient des civils dans des habitations pour ensuite y mettre le feu. L'ONG ajoute que de nombreuses femmes ont été violées, citant des témoins évoquant des viols en réunion de jeunes filles de 8, 13 et 15 ans. Amnesty International a par ailleurs dénoncé l'impunité dont bénéficient les auteurs de crimes depuis le début du conflit entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. De nombreux appels à enquêter sur des crimes contre l'humanité et crimes de guerre ont été jusqu'à présent ignorés. Le président angolais João Lourenço et le premier ministre portugais António Costa ont tourné ce mardi la page de plusieurs années de tensions politiques entre leurs deux pays. Les deux hommes se sont engagés à donner un nouveau coup de fouet à leur coopération économique. Le compte rendu dans ce reportage. À l'issue d'un tête-à-tête avec le Premier ministre portugais António Costa, le président João Lourenço s'est réjoui devant la presse que leur rencontre ait permis de faire prévaloir le bon sens, le pragmatisme et le sens de l'État afin que les relations entre les deux pays en sortent renforcées. En retour, le Premier ministre portugais a souhaité le développement du partenariat économique et financier entre les deux pays sur une base égale où chacun contribue à la richesse de l'autre. Très liés économiquement, Luanda et Lisbonne, son ancienne puissance coloniale, étaient en froid depuis l'ouverture par la justice portugaise, il y a 5 ans, d'une enquête pour corruption visant des dirigeants angolais dont l'ancien vice-président Manuel Vicente et la décision du Portugal de juger sur son territoire ce dernier avait provoqué la colère du président angolais de l'époque, José Eduardo dos Santos. Mais les liens entre les deux pays se sont réchauffés depuis la décision en mai de la justice portugaise de transférer à Luanda le procès de l'ancien vice-président Manuel Vicente, comme le souhaitait l'Angola. Pour marquer la fin de la brouille entre leurs pays, le Premier ministre portugais António Costa et le président João Lourenço ont signé ce mardi un nouvel accord de coopération stratégique bilatérale pour la période 2018-2022. Et le président João Lourenço doit se rendre en visite officielle à Lisbonne en novembre. Voilà, c'est sur cet élément que prend fin cette édition. Merci de nous avoir accordé du temps. Très bonne suite de programme sur SICA. Au revoir et à très bientôt.